Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Passaglia. Salut Guillaume. Salut, salut François Jeff. Alors aujourd'hui, on va parler d'un parcours d'entrepreneur parce que toi, tu n'as jamais été salarié. On s'est connu à l'époque d'une application mobile et d'un site que tu avais lancé avec un ami qui s'appelle Vinmerd, VDM pour ceux qui connaissent. Et puis aujourd'hui, tu diriges avec ton associé de toujours. Ça y est, j'ai perdu son prénom, mais c'est pas C'est grave. Maxime, hein, c'est pas Maxime grave. Valette, voilà, j'avais le nom de famille mais pas le prénom. Vous dirigez le groupe ComeUp, qui est une plateforme de freelance et qui, à la différence des autres plateformes, fait du produit as a service versus du freelance as a service. On va revenir sur ce Exactement. parcours. Je vais te laisser te présenter un petit peu et puis après, je te poserai quelques questions pour rentrer dans le vif du sujet et revenir sur ce parcours d'une presque 20 ans d'entrepreneuriat aussi. Ouais, ça fait déjà pas mal de temps, ça fait presque 20 ans parce qu'à part, c'est vrai, des petits boulots d'étudiant, j'ai jamais déposé un CV de ma vie, j'ai jamais créé un CV. Mais bon, maintenant, c'est un petit peu commun, j'ai envie de te dire. Dès la fin de mes études, j'ai créé avec Maxime une société qui s'appelait Beta et compagnie où on cherchait un petit peu à se lancer et on avait pour envie de créer des sites web et d'en vivre en fait. On voulait pas travailler pour des clients, on voulait travailler pour nous. Donc créer nos propres concepts. Et Vidmerd est arrivé comme ça un jour sur le coin de la table. On avait cette expression entre nous et Maxime avait regroupé toutes ces anecdotes sur un site internet et ça se trouve que c'était le truc qu'on attendait le moins qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est ça qui a commencé à fonctionner. Et nous, en bon entrepreneur, on s'est dit, bah voilà, en fait, c'est ça notre filon, on va y aller et on va foncer dedans. Donc, ce qu'on a fait, on l'a fait pendant 8 ans à peu près, hein. Donc Mhm. ça a duré un petit moment. On a fait plein de trucs avec Vidmerd. On a vendu 1 million de livres. On s'est exporté aux États-Unis avec l'expression F My Life. Et même si vous allez aux US, les Américains diront que FML c'est leur expression, mais en fait ils savent pas que ça vient de la France. Donc vous pourrez rigoler et vous pourrez leur dire que ça vient de chez nous. On a fait une série télé, on a fait des bandes dessinées, on a été publié dans la presse partout. On a fait une application mobile, comme tu as très bien dit. On était d'ailleurs parmi les premiers à faire une application mobile. On a travaillé avec de la pub, avec des groupes, avec plein de choses. Et au bout de 8 ans, on avait un petit peu assez, donc on est passé à autre chose. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, moi, je suis dans ComeUp, qui donc regroupe des services en ligne, des services qui sont faits par des freelances ou même par des particuliers. Et le but, c'est de proposer ça à des TPE, des PME, en tout cas des gens qui ont besoin de services en ligne, un petit peu à la manière de Fiverr. Donc, on fait ça depuis 10 ans. Et Maxime, même si je suis toujours associé, lui est sur un autre projet qui s'appelle Beta Series et sur Mhm. lequel on est aussi depuis très très longtemps parce qu'il avait monté Beta Series quasiment en même temps que Vidmerd. Donc c'est un très très vieux projet et c'est tout simplement la première et la plus grosse communauté en ligne sur les séries et sur les séries télé et les films. Voilà, donc ça D'accord. s'appelle Beta Series. Donc c'est très gros, hein, c'est 2,5 millions de membres. Donc lui est Mhm. plutôt sur ce projet-là. Moi, je suis plutôt sur ComeUp, mais en tout cas, en termes Mhm. de, on va dire de séparation des tâches, on est comme ça, mais en tout cas, on est toujours associés à 50-50 dans les projets, et Ok. on est toujours ensemble, on se voit toujours, et ça fait 20 ans que ça dure. Ok. Voilà. Pour revenir un petit peu sur tout ce parcours, euh, Vie de merde, quand vous l'avez créé, qu'est-ce qui a fait que ça a pris? Et quand vous l'avez vendu, c'était à quelle taille? Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a pris? J'ai pas vraiment d'explication parce que les choses, les concepts comme ça qui sortent un peu de nulle part, parce que c'était quand même un gros ovni. Je pense que c'est un peu de la chance et après un peu de métier, ce qui fait qu'on avait une expression qui était drôle. On aurait voulu l'inventer. Je pense qu'on n'y aurait pas vraiment arrivé si on avait vraiment voulu le faire de nous-mêmes. Donc c'est venu assez naturellement et ça se trouve qu'on a fait vraiment les bonnes choses au bon moment, ce qui fait que ça a pris. L'expression était drôle, vide merde. On l'aurait appelé, je sais pas, vide crotte. Peut-être que ça aurait pas fonctionné. Le site web, quand on l'a lancé, il était très simple, avec des fonctionnalités basiques. On pouvait voter sur les vides merde, avec le fameux je valide, c'est du vide merde, ou alors tu l'as bien mérité. Donc Hmm. c'était un concept finalement avec plein de petites choses, pas très compliquées, que tout le monde finalement s'est approprié, parce que c'était un humour qui était universel. On se moquait un peu du malheur des autres, mais pour se faire du bien à soi. Et ça se trouve qu'on a tapé un petit peu dans le mille avec
toute l'époque des réseaux sociaux qui arrivait à peine, hein, puisque Facebook se lançait à peine, Twitter se lançait à peine. Donc, tout le voyeurisme un petit peu autour de soi et des autres commençait. Donc, je pense qu'on est vraiment arrivé au bon moment, avec le bon timing, le bon concept. Et après, on va dire que notre force, ça a été de pouvoir le développer correctement. Ça, c'est notre côté entrepreneurial. Donc, on l'a fait très vite. On est parti dessus, on l'a développé, on a monté le site web, on a senti les applications mobiles arriver. Donc, on a très, très vite monté une application. Ça aussi, ça a été un choix stratégique très important, puisque tout le monde qui avait après un iPhone ou un Android installait VidMerd. Et ça a été un boost extrêmement puissant. Notre modèle de monétisation a été la publicité. Et à l'époque, la publicité en ligne, ça cartonnait très bien, surtout sur l'applicatif. Bon, après, ça a causé pas mal de crises pour ceux qui essayaient de fermer les boutons de pub, mais c'est vrai que nous, de notre côté, ça nous a permis de croître assez facilement. Donc, on a été très vite rentable. On n'a jamais eu de problème d'argent avec VidMerd. On a réussi à faire tourner le site où je crois que, on va dire au top, on était 6 ou 7 à faire tourner VidMerd. L'année d'après du lancement, on est allé aux États-Unis et après 2-3 essais de nom, parce qu'on n'avait pas réussi à trouver le bon nom, on a réussi avec l'expression F My Life. Donc ça aussi, ça a été un bon succès. Et là, ça a explosé, même grâce aux réseaux sociaux, hein, surtout. Parce que Facebook n'avait pas à l'époque tout ce qui était limitation en termes de vues de posts. Donc, même à un moment, Facebook nous a contactés en disant comment vous avez fait pour monter une page avec autant de fans aussi rapidement. On est arrivé à 2 millions de fans, je crois, en 2 semaines, quelque chose comme ça. Et personne n'était arrivé à cette vitesse-là. Donc, ils nous ont contactés pour nous demander comment on avait fait. On leur a simplement répondu que c'était grâce à eux. Nous, on n'a rien fait du tout. Donc, c'est tout. Donc, on a profité de pas mal de choses, hein, et ensuite, on s'est diversifié. On a fait pas mal de trucs autour de la marque. On a fait les bons choix de publier très peu de VDM. On a fait des choix stratégiques tout au long, et on est arrivé donc au bout de 8 ans avec à peu près 2 millions de chiffre d'affaires pour, je crois qu'on était à 70% d'EBITDA, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, on avait un truc super rentable et on avait fait un peu le tour. C'est-à-dire qu'on voyait pas trop comment on pouvait redynamiser la marque, parce qu'en termes de visites, on avait eu un pic en 2012 et après on descendait doucement. Donc, on essayait de limiter la casse, en fait. Donc, comment relancer la marque? Sans doute en investissant, en allant dans d'autres pays, mais ça, on n'avait plus trop la foi. Donc, on a essayé de trouver un repreneur. Et on a trouvé un repreneur à ce moment-là. Ouais. Vous aviez essayé d'autres pays, j'imagine, l'Espagne, l'Italie ou pas? Tout à fait. Tout à fait. On a essayé. En Italie, en Espagne, ça s'appelait Asco de Vida. Ça n'a pas marché. En Italie, on a essayé aussi avec Vida de Mierda. Ça n'a pas marché. On a traduit des livres aussi en italien qui ont plutôt bien fonctionné. En allemand aussi. On a essayé. Ça n'a pas marché. Donc, même si le concept peut être assez facile, mais l'humour, c'est compliqué. Donc, exporter un concept, c'est dur. Et encore plus un concept humoristique. Donc, on s'est retrouvé un peu en se disant, on fait quoi? Donc, on travaillait un peu sur des side projects à l'époque, dont ComeUp, qui s'appelait 5 € à l'époque, puisqu'on a commencé à y travailler en 2012. Donc, on avait déjà des salariés qui travaillaient sur la suite, parce que on s'est dit que le concept n'allait pas durer toute la vie. Et donc, lorsqu'on est arrivé à la revente, c'est vrai qu'on était en top en chiffre d'affaires, mais on avait des visites qui baissaient. Mais bon, c'était pas forcément un problème pour le repreneur, parce qu'on était quand même encore très très haut en termes de visites, et donc il y avait encore de quoi faire. Et voilà, en tout cas, comment on est arrivé en 2016. Et vous n'avez pas pensé à lever des fonds dans cette période pour partir encore plus à l'international, peut-être sur de l'Asie ou du Maghreb, pour développer la marque? Non, je t'avoue qu'on n'a pas pensé à lever des fonds, tout simplement parce que les fonds, déjà, on les avait, en fait. Et aller convaincre des gens de mettre plusieurs millions dans un concept qui s'appelle VidMerd, je te souhaite bien du courage. Vraiment. Ok.
Et comment ça s'est... Tu disais qu'il y avait 6 7 personnes sur Vidmer de la première année. Comment vous les avez trouvés? C'était quel type de profil? Et qu'est-ce qui était structurant? Alors en fait, disons qu'à l'époque, ce qui était très important, c'était le contenu. Donc, pour te dire, on recevait à peu près, on va dire, 1000 à 2000 histoires par jour. Tout ça, il fallait en relire une bonne partie. On avait monté des processus de, on va dire, d'auto-lecture par les gens qui nous permettaient d'en virer automatiquement. Mais sinon, tout était relu à la main. Et on en publiait entre 10 et 20 par jour. Donc, sur de D'accord. 2000, on passait à 10 à 20. Donc là, il y a déjà un gros travail de relecture et il faut, comme c'est tous les jours, il faut qu'il en publie, il faut qu'il y en ait tous les jours. Bah, obligatoirement, tu dois avoir 1 à 2 personnes à peu près tous les jours qui travaillent là-dessus et qui choisissent ces anecdotes. Donc le travail, il n'est pas compliqué, hein, il est assez rébarbatif, mais bah, pour ça, on a essentiellement demandé à des amis qui étaient motivés par le projet et qu'on trouvait assez drôle aussi, Hmm. parce que bon, faut être un peu drôle pour travailler là-dedans. Et après, on avait des besoins surtout de CM en fait, des besoins D'accord. donc de community management parce qu'il y avait beaucoup de commentaires, il fallait animer la communauté. On avait ce qu'on appelait la VDM illustrée, où on faisait venir des illustrateurs, donc il fallait les chercher. Donc c'est surtout du communautaire, mais bah, on a surtout employé des amis en fait. On n'a pas cherché des profils extrêmement qualifiants, sauf à un moment pour l'internationalisation, on a fait rentrer un troisième associé, plus âgé que nous, Hmm. puisqu'il avait à l'époque, je pense qu'il avait la cinquantaine. Et c'est la personne qui nous avait présenté à Michel Lafon, qui nous a édité juste après. D'accord. Et donc, parce que j'avais écrit à pas mal d'éditeurs, hein, et tous m'ont répondu, on n'a rien à faire de votre truc. Et bah, justement, un jour, cette personne-là m'a contacté et il m'a dit, bah, moi je connais bien Michel Lafon, c'est un ami, et bah, ça serait bien que vous le rencontriez. Donc, bah, on y est allé. Et Michel Lafon, qui est, on va dire, dans le monde de enfin, dans les éditeurs, quelqu'un qui sait prendre des risques et qui est toujours un petit peu à l'inverse des autres, bah, il a dit, bah, grave, on y va. C'est un truc qui me fait rire. Moi, ça me botte de vous publier. Bon, il a eu raison, hein, puisque le premier Hmm. livre, on l'a vendu à 250 000 exemplaires. Et donc, cette personne-là qui nous a présenté à Michel Lafon, nous a dit, moi, j'aimerais bien vous aider à partir à l'international. Et donc, bah, on l'a pris dans l'équipe, notamment pour son expérience, parce qu'il connaissait quelques personnes. Et il nous a, on va dire, un peu déchargé sur le côté international pour nous aider à traduire le site et à faire les bons choix. Et après, sur tout ce qui était licensing et autres séries, vous vous êtes fait conseiller pour diversifier la marque ou c'est des opportunités qui sont venues parce que la marque était attirante? Ouais, c'est la marque qui était attirante en fait. On n'a jamais vraiment eu à chercher. En fait, chaque fois qu'on cherchait nous-mêmes, on se prenait des murs, tout simplement. Hmm. Et par contre, après, via le réseau, c'est là où finalement on trouve des choses, notamment bah, via la série télé. Je sais plus comment exactement c'est arrivé, mais je sais plus exactement comment comment on a eu les contacts. Mais bon, c'était donc un producteur qui est venu nous voir et qui finalement nous a proposé. Ah non, c'était ouais. En fait, on avait essayé plusieurs fois via plusieurs producteurs, ça n'avait pas forcément marché parce que transformer Vidmer dans concept télé, c'est quelque chose de compliqué. Donc, on avait commencé avec Canal+, on a commencé aussi avec AB Productions. Enfin, on a fait plein de choses pour arriver après à ce concept qui a fini sur NT1, donc coproduit par TF1. Et comment ça se structure un deal de licensing en termes je dirais, de structure juridique? Qui c'est qui prend le risque? Qu'est-ce que vous apportez? Comment vous êtes rémunéré? Alors, ça dépend ce que tu licences en fait, tout simplement. Si tu fais du livre, bah, tu fais que des droits qui touchent donc le livre. Euh, Au début, en général, le risque, c'est qu'on veut toujours te faire signer des choses, des droits qui sont très larges. Donc, il faut faire Hmm. attention à ça. Il faut bien cadrer qui a les droits, pourquoi, et pas donner tous les droits comme souvent
ça va être fait. C'est-à-dire qu'en général, la personne qui essaie d'avoir les droits va essayer de prendre le plus de droits possible. Donc ça, il faut cadrer. Clairement, il y a un avocat en droit des marques. Nous, on avait un avocat en droit des marques quand même, qui relisait tout ça. Donc chaque fois qu'il y a un licensing, il faut bien faire attention à bien cadrer ça. Donc pour les livres, c'était vraiment uniquement livres et potentiellement adaptation des livres. Après, pour tout ce qui est droit télé, là par contre, c'est quand même un petit peu plus large. Ça peut aussi être les droits streaming, il y a les droits sur Internet, il y a... Le mieux, c'est de faire conseiller, en tout cas, par un avocat en droit des marques et spécialisé dans le licensing. Il y en a plein et il y en a des très compétents. Comme c'était quelque chose de communautaire, vous étiez propriétaire de la propriété intellectuelle de l'histoire Vie de Merde ou c'est la marque Vie de Merde qui était licenciée dans ce cas? Alors, c'est une très bonne question qui a, on va dire, été longtemps questionnée, notamment quand on a édité le premier livre, puisque Michel Lafon s'est posé la question, c'est-à-dire qui a les droits sur les histoires à ce moment-là, parce que si quelqu'un vient nous demander des droits parce qu'il a été publié, à quel niveau il pourra nous embêter, en fait. Il se trouve que il y a eu une décision de justice à ce niveau-là. Alors, pas parce qu'on a été embêté par un utilisateur, c'était complètement un autre cas, mais on était compris dedans. Et en fait, il se trouve que les histoires sont déjà, trop courtes et que ça touche des sujets qui sont pas forcément liés au licensing. À partir de là, nous, notre marque, elle existe, elle est déposée. Vie de Merde, ça existe. On met notre tampon dessus. Mais chaque histoire, en termes de droits d'auteur, c'est extrêmement compliqué de venir faire valoir ses droits. Parce que c'est des choses qui sont très courtes et qui sont assez banales. Donc, le droit d'auteur est un peu, c'est assez compliqué. Après, on est vite venu à la conclusion de dire, voilà, un bouquin d'anecdotes, c'est à peu près 600 anecdotes. Si quelqu'un veut récupérer un 600e des droits, bon, c'est pas très grave. Ouais. Ça me fait penser à d'autres questions. Et tu parlais des aspects juridiques. Il y a eu, j'imagine que la modération vous a protégé de diffamation ou d'autres choses. Ouais, alors, de toute façon, dans les vies de merde, il y avait tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que si on avait tout publié ce qu'on recevait, déjà, ce serait illisible. Personne ne serait allé sur l'application parce que il y aurait un tas de trucs pourris et au milieu, il y avait une petite pépite. Donc, en fait, de pré-modérer tout ça, c'est évident que c'était obligatoire. Et c'est ça qui a fait le succès aussi de Vie de Merde, c'était que on donnait ça vraiment au goutte à goutte aux gens. Et c'était une petite goutte d'opium qu'on donnait tous les jours. Et c'est ça qui les faisait revenir et rester. C'était un peu une drogue, en fait. Donc, bien entendu... J'étais addict, je peux en voilà. témoigner. Donc, bien entendu, il devait y avoir beaucoup de choses dedans, mais des choses que finalement, même nous, on n'a pas forcément vues avec les systèmes de modération qu'on avait mis en place. Après, c'est comme toutes les communautés, hein. Quand on met 1 million de personnes sur le même outil, ça se fight. Il y a des gens qui s'engueulent, il y a des gens qui traitent de tout. C'est la vie, quoi. Du coup, tu expliquais que vous aviez du cash. C'est comme ça que vous êtes arrivé à financer des side projects. Et comment vous avez identifié ces side projects? C'est tout à fait ça. Comme on avait du cash, on s'est dit on va en faire quelque chose. Donc, quand on allait régulièrement aux États-Unis avec Maxime, notamment parce qu'on voulait que F My Life soit aussi adapté en série. Donc, on est allé, je sais pas, peut-être 6-7 fois à Beverly Hills, à Hollywood. On a rencontré beaucoup de producteurs là-bas. Ça s'est jamais fait, mais c'était rigolo. Et là-bas, on avait vu les débuts de Fiverr qui se commençaient un petit peu à naître. Et on s'est dit, c'est une super bonne approche pour des travaux de freelancing. Parce que bon, du freelance, c'est très bien. On peut louer un freelance à la journée, on peut faire des grosses missions, mais pour des besoins qui sont très ponctuels, il n'y a pas beaucoup d'offres et ça n'existe pas en France. Si tu as un besoin d'un graphiste pendant 2 heures, c'est
quasiment impossible parce que bon, le temps de négocier, de rédiger le contrat, de faire l'offre, que la personne comprenne ce que tu fais. Bon, bah déjà, tu as cramé tes 2 heures, donc voilà. Et donc, il fallait une approche différente et on a trouvé que Fiverr avait une approche intéressante. Donc, on a pris l'idée, on l'a maniée à notre sauce et bah, on a sorti 5euros.com, je pense, 1 an et demi après, quelque chose comme ça. Donc, c'était sur une opportunité parce qu'on avait vu ça qui nous intéressait. Beta Series, donc notre autre side project qui existe toujours, c'était vraiment un besoin interne. Quand toutes les grosses séries sont sorties, donc à l'époque, en 2007, c'était Lost, Prison Break, c'était vraiment le début des grosses séries américaines qui commençaient un peu à envahir le marché français. Et donc, il y a eu de plus en plus d'offres de séries et tout le monde en parlait et tout le monde disait, bah ok, t'as regardé quoi où est-ce que j'en suis? Parce que je sais plus, je regarde, j'en télécharge, je regarde sur TF1, je regarde en streaming, je sais plus où j'en suis. Et j'en suis tellement. Donc, Maxime a créé un outil qui permettait, de suivre les séries qu'on regarde et de marquer les épisodes comme vus. Donc, quand tu regardais 10 séries à la fois, c'était très pratique. Netflix, maintenant, c'est cool, puisqu'on lance l'épisode, on sait où on en est parce que la machine nous aide. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et d'ailleurs, c'est toujours pas le cas pour pas mal de choses. Donc, on a créé aussi tout un système de profils et de recommandations qui permettait aussi de répondre à la question qu'est-ce que je vais regarder ensuite et qu'est-ce que mes potes regardent. Donc, ça fait une communauté sur les séries et ça c'est venu d'un besoin et aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé et c'est encore actif de toute façon. Après, on a créé d'autres choses, mais comme toutes les choses des fois qu'on crée, ça marche pas. On a essayé de faire un site de rencontre, une app de rencontre qui s'appelait Dis Oui. Bon, voilà, on a essayé, on s'est pris un mur. On a essayé de faire quelque chose dans le gaming. Bon, on n'a pas réussi. Donc, on réussit pas tout, c'est normal. Mais voilà où on en est en tout cas. Quand vous testez un side project, vous avez un playbook particulier, vous donnez un temps particulier, vous donnez un montant d'investissement particulier, vous le faites comment? Par exemple, pour l'application de rencontre, on s'était donné un temps. On s'était dit, voilà, si à peu près en 1 an et demi, on n'arrive pas à trouver une petite traction, on arrête, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on s'était dit. On a essayé et on a vu qu'il y avait trop de problèmes, que ça collait pas, ça matchait pas. Fallait revoir complètement la copie. Donc, c'était soit on recommençait tout, soit on Mhm. passait à autre chose. Donc, on a décidé de passer à autre chose. Et quand vous êtes sur un constat d'échec, vous faites quoi? Vous vendez le projet tel qu'il est actuellement, vous l'arrêtez complètement, vous le confiez peut-être à des salariés qui voudraient le reprendre? Non, on l'a arrêté. On l'a arrêté complètement. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a revendu. Voilà, tout simplement. On n'a pas vendu les choses. C'était trop bancal, quoi. C'était un peu trop bancal. Après, voilà, qu'est-ce qu'on fait des bases de données? Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses? On a plutôt décidé de pas s'en servir. Je comprends. ComeUp, c'est parti de, enfin, 5 euros, c'est parti donc de l'histoire de Fiverr, mais c'était un besoin que vous aviez vous en interne. En fait, non, c'est pas du tout un besoin qu'on avait en interne. On est un peu touche à tout, puisque Hmm. à l'époque avec Maxime, on était vraiment dans le gaming. On co-dirigeait une très grosse équipe d'e-sport, donc on a Hmm. fait beaucoup de gaming. Après, on a fait du divertissement. Après, on a essayé un peu dans la rencontre. Donc techniquement, on se trouve aussi avec des choses qui sont complètement différentes. Hmm. Et après, est-ce que disons l'environnement dans lequel on touche nous intéresse. Donc, le freelancing, ça nous intéresse clairement parce que c'est aussi quelque chose qui nous touche, Hmm. même si on va dire on est chef d'entreprise, on est aussi un peu freelance, il faut dire ce qui est. Hmm. Donc, et on a des besoins. Après, c'est pas parce qu'on avait nous-mêmes ces besoins-là, parce qu'on est, disons, à un niveau où on n'a plus trop besoin de ce genre de choses, même si du freelance, on en aura toujours besoin, c'est sûr, mais disons que c'était pas par besoin, c'était vraiment plutôt par intérêt de créer quelque chose comme ça.
Comment ça s'est structuré comme up, du coup, il y a tout de suite eu une petite équipe, il y a tout de suite eu une traction? Ouais, alors il y a tout de suite eu une petite équipe, hein. On a mis 3 personnes dessus, c'est-à-dire un dev de base, un graphiste, voilà, et quelqu'un d'autre pour, on va dire, commencer à créer la communauté, écrire tout ce qu'il faut écrire sur le sujet. Après, moi, j'étais dessus aussi, hein, bien entendu, mais il y avait 3 personnes dédiées tout de suite au projet, quasiment dès 2012. Donc pendant presque 4 ans, il y a eu, on va dire, entre 2 et 4 personnes qui ont travaillé dessus. C'est petit, hein, c'est évident, mais Mais on ça a fait très déjà un vite bel compris, investissement. c'est un investissement, mais nous on crée des communautés, c'est-à-dire ça c'est quand même c'est quelque chose qui nous lie, c'est-à-dire que nous dans les projets qu'on crée, on crée des projets qui vont attirer des masses, c'est-à-dire qui vont connecter des gens, que ce soit dans le gaming, dans le divertissement, dans les séries ou même ComUp. ComUp, c'est regrouper des vendeurs et des clients, donc c'est quand même une communauté. On sait que pour créer une communauté, il faut du temps. Ça se fait pas comme ça. Il faut prendre le temps de monter le produit, de bien analyser les besoins de chacun, de bien comprendre les fonctionnalités intéressantes. Donc c'est très difficile de créer un produit communautaire dans ton coin, de le créer pendant 4 ans par exemple, et de le sortir au bout de 4 ans. Je crois que c'est la pire erreur à faire. Donc très vite, on a sorti, on va dire, une version ultra alpha du produit, dans lequel tu avais finalement une liste de services, tu pouvais passer commande, tu avais même pas de chat en direct, tu avais un système, genre une sorte de forum sur lequel tu pouvais te répondre et discuter. Et là, on avait peut-être, j'en sais rien, 1 à 2 commandes par jour, tu vois, mais ça suffisait pour tester le produit, voir ce qui marchait, voir ce qui marchait pas, accueillir peut-être 5, 6, 7 vendeurs par jour, donc c'est très peu, mais parce qu'on allait les chercher nous-mêmes. Et après, avec le référencement, on arrivait à avoir quelques clients. Donc c'est le temps qui nous permet de construire correctement le projet. Parce qu'après, les pierres, bah, on les amenait en fonction de ce qu'on voyait. Donc, quand on voyait qu'il manquait vraiment quelque chose aux vendeurs, bah, on le faisait. Quand on voyait qu'il manquait autre chose, on le faisait, tout simplement. Et au bout de 4 ans, comme ça, pierre par pierre, le nom a commencé à se faire connaître. On avait de l'antériorité, on avait des cas d'usage, on savait comment ça fonctionnait, on savait nos points forts, on savait nos points faibles, on savait où on allait. Et c'est là où ça a commencé à grossir de plus en plus. Tu vois, de 1 à 2 commandes par jour, on est passé à 10, 15, puis à 20, puis à 30, puis à 50. Donc on a fait une croissance très, très, très lente, mais très régulière. Et ça, c'est la bonne croissance quand tu veux monter une communauté. Parce que tu empiles des gens petit à petit, et les gens qui sont vraiment attachés au projet, ils vont rester. Tu vas créer ton cœur de communauté comme ça. Et après, tu en amasses de plus en plus autour. Et c'est comme ça, finalement, que tu arrives à tenir les gens. Parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans ce genre de truc. T'attires que des vendeurs, mais t'as pas de clients, tous les vendeurs vont partir. T'attires que des clients, mais t'as pas de vendeurs, bah, tous les clients vont partir parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Donc, il faut que tout se construise petit à petit. Et ça, c'est que le temps qui va le permettre. C'est pas le nombre d'investissements. Parce que tu peux lancer une campagne à 1 million d'euros, mais si t'as pas le bon produit derrière, s'il n'a pas été vraiment testé et si tu l'as pas construit correctement, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas te planter. Voilà. Donc, on a C'est mis du temps, mais c'était fait exprès. c'est la douloureuse leçon que j'ai sur Referral Squad. Ouais, mais bon, c'est pour ça il faut avoir les fonds et il faut avoir aussi faut avoir un peu les épaules et surtout la patience. Mm. Faut être patient. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est de mettre des vendeurs, de recruter des vendeurs ou de recruter des clients? Je pense que c'est de recruter des bons vendeurs, le plus compliqué. Parce qu'en fait, les bons vendeurs vendent déjà ailleurs, donc ils n'ont pas besoin d'être sur ta plateforme. Ou pas forcément besoin. En tout cas, ils n'y voient pas l'intérêt. Les vendeurs qui commencent et qui savent finalement pas vendre, ils vont s'y inscrire. Mais c'est pas les meilleurs. Donc, quand des clients vont arriver, bah, ils vont peut-être se retrouver avec des vendeurs qui sont pas forcément ultra top. Donc, tu vois, t'es un peu. Après, les clients, c'est, on va dire, avec du référencement, avec des campagnes bien ciblées, bah, c'est peut-être pas le plus compliqué. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est des bons vendeurs. Après, des vendeurs, c'est facile, hein. Ça, il y a Mm. aucun problème pour en recruter, c'est très simple. Mais des bons, c'est là où on a tout le problème.
Et du coup, vous avez mis un processus de qualification en place pour vous assurer de la qualité du vendeur? Alors maintenant, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu automatique parce que Mhm. les bons vendeurs, déjà de un, comme ils savent se vendre, ils savent attirer pardon, leur clientèle. Mhm. Ils ramènent aussi de la clientèle même hein, sur ComeUp Mhm. puisque nos frais sont tellement réduits que ça leur coûte pas grand-chose. Et après, de toute façon, des vendeurs, on en a un cœur qui est très bon, on en a qui se greffent petit à petit, et on va dire qu'après, il y a un remplacement assez naturel qui se fait, et ça marche assez bien. Mais on Pour, pour, voudrait stru- attirer plus de bons vendeurs. ouais. Pour structurer ComeUp, vous avez eu une approche différente en termes d'équipe ou tu as eu d'autres types de recrutement qui t'ont permis de structurer la plateforme? On a recruté oui, parce que maintenant on va dire qu'on est une vingtaine. Donc clairement, on a structuré une équipe de dev plus conséquente que ce qu'on a actuellement. On a une équipe de modération, service client plus conséquente. Ce que j'avais pas avant, je l'ai maintenant, c'est-à-dire j'ai des managers, j'ai un responsable de l'équipe modération, service client, j'ai un responsable dev. Alors, et ça se trouve que c'est le dev qui a créé la première ligne de code, hein, qui est toujours là. 12 ans après. Mais bon, voilà, il est responsable de l'équipe de dev. Alors, ils sont pas énormes, hein, ils sont quatre, hein, pour te dire. Donc, on n'a pas une énorme équipe de dev. Enfin, un peu plus parce que je compte aussi quand même Maxime, mon associé, puisque c'est lui qui fait tout ce qui est serveur. Donc, on va dire qu'ils sont cinq. Et après, bah, il y a aussi ce que j'avais un peu aussi chez Vidmer, hein, c'est-à-dire une personne à la com, une personne en design. Donc, on n'est pas une très grosse équipe, on s'est structuré, on travaille maintenant, on va dire, en agile totalement classiquement, mais voilà, comme une petite PME qui avance avec son produit. Donc, il n'y a pas de game changer, on va dire. Hmm. Quand tu vois que la plateforme prend, t'as pas envie de la déployer à l'international? Bah, alors si, mais chaque chose en son temps. Donc, ce qui a vraiment fait prendre 5 euros à l'époque, on marchait déjà pas mal, hein, mais clairement le Covid a été un accélérateur assez incroyable. Donc dans le malheur de tout ce qui s'est passé dans la société, évidemment les plateformes de freelancing en ont beaucoup profité. On n'a pas été les seuls, hein, bien entendu. Donc c'est clair que ça a fait un énorme boost en termes de visibilité, en termes de trafic, en termes de commandes. Ça a été assez important. Donc ça nous a permis de vraiment passer un cap. Et après, bah, c'est aussi, est-ce que la plateforme est assez mûre pour passer à l'international? Est-ce qu'on a est-ce que disons on a les bonnes fonctionnalités? Est-ce que c'est le bon moment? Et c'est ce qu'on a décidé de faire il y a 2 ans, puisqu'on s'était assez structuré, on avait une équipe assez solide. C'est là où on s'est dit on va investir pour aller à l'international. Alors on pouvait le faire de deux sortes, soit on le faisait nous-mêmes, soit on pouvait essayer de s'adosser à quelqu'un pour le faire. Donc finalement, moi j'étais plutôt tendance à dire, on va essayer d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher un grand groupe, d'aller chercher peut-être une plateforme qui est déjà internationale et bah, peut-être se faire prendre, enfin rentrer minoritairement ou majoritairement, je ne sais pas, donc vendre des parts pour l'intégrer et pour que finalement, elle nous aide à partir à l'international. Voilà, c'était le postulat de base. Donc on a fait des recherches, on a vu, je sais pas, peut-être vingtaine de grandes sociétés, donc que ce soit des sociétés donc uniquement dans le web, beaucoup de gens aussi dans le travail temporaire, D'accord. qui travaillent pas à l'ancienne, mais quand même un petit peu. Hein, c'est-à-dire c'est des très très grands groupes, hein, les groupes de travaux temporaires. Donc ça, on en a vu, je sais pas, peut-être 6, 7. Et on s'est rapidement, on s'est rapidement rendu compte que on était un petit peu trop petit pour eux, qui comprenaient Mhm. pas spécialement notre business. Et on s'appelait aussi 5euros.com. Et ça, c'est aussi un Ouais. problème. Parce que même si, bien entendu, on avait conscience que pour partir à l'international, il fallait changer de nom, bah, investir dans un truc qui s'appelle 5 euros, bah, c'est pas très sexy en fait. Tu vois. Justement, le nom 5 euros, il vient qu'au départ, les prestations étaient à 5 euros ou
Parce qu'en fait, Ouais, en j'imagine que fait, tous on est allé vos bons chez vendeurs ont Fiverr. des... Ouais, Fiverr, c'est le billet de 5 euros, 5 dollars, d'accord. pardon, Ouais. le Fiverr. Donc, nous, on s'est dit, on va faire la même chose, mais bon, nous, on n'a pas de nom pour le billet de 5 euros. Ouais. Donc, on s'est dit, on va s'appeler tout connement 5euros.com. Donc, on a déjà cherché si on a réussi à racheter le domaine 5euros.com, qui était Mmh. déjà utilisé. Et on s'est dit, si on arrive à le racheter, on commence le travail. Si on n'y arrive pas, on abandonne. Donc, on a un peu tout mis sur le domaine. Finalement, on y est arrivé. Je crois qu'on avait payé genre 5000 euros, quelque chose comme ça. Et ouais, comme quoi, 5 euros, 5000, Mmh. bon, Ouais. bref. Et donc, ça a été pendant longtemps un attrait important parce que les gens se disaient, ah, qu'est-ce que je peux avoir pour 5 euros, Mmh. lol, 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 je peux Mmh. rien avoir. Mais en fait, ils allaient sur le site, ils se disaient, ah oui, en fait, on peut avoir plus que ça, c'est pas juste 5 euros, c'est intéressant. Donc, ça a été un attrait, le nom de la marque a été un attrait. Mais très vite, ça a été un poids, on va dire, depuis peut-être depuis le Covid, parce qu'on a attiré beaucoup de gens et on s'est vite rendu compte aussi qu'on avait une image qui n'était pas forcément la bonne. Mmh. Parce que même si le panier moyen augmentait beaucoup, tout le monde se disait, ouais, c'est 5 euros, c'est nul, c'est à 5 euros. Voilà. Bon, Mmh. c'était pas du tout à 5 euros, hein, le panier moyen était beaucoup plus large que ça. C'est quoi le Mais panier le moyen nom aujourd'hui? nous pesait pas mal. Le panier moyen aujourd'hui, c'est combien? À peu près 100 euros. D'accord. Voilà. Après, ça dépend pour combien tu travailles, hein. C'est-à-dire que Mmh. si 100 euros, tu travailles 2 heures, hein, c'est très bien, hein. Ouais. Donc, mais non, on est plutôt, enfin, le panier moyen, on fait à peu près 5% de plus par mois sur le panier moyen. D'accord. Donc, on est sur des prestations qui deviennent de plus en plus chères et ComeUp, le changement de nom, a vraiment permis d'augmenter encore plus le panier moyen que ce qu'il était augmenté à l'époque de 5 euros. Donc, le nom était capital. Et c'est vrai que quand on a cherché des investisseurs, donc on cherchait pas juste de l'argent, hein, on cherchait vraiment Mmh. un partenaire industriel pour nous permettre d'aller à l'international. C'est vrai que le nom, je pense que ça les a pas trop attirés. Euh, donc, rendre sexy sa marque, je pense que c'est aussi capital quand tu veux vendre ou quand tu veux t'adosser à quelqu'un. Vous, au moment où vous approchez justement ces groupes-là, vous avez quel volume d'affaires? En fait, surtout sur ces plateformes, ça se compte pas trop en chiffre d'affaires. On regarde surtout le transit, c'est-à-dire combien d'argent transite par ta plateforme. Donc, nous, on était, on va dire, entre 10 et 12 millions d'euros qui transitent par la plateforme par an. Faut savoir qu'un Malte faisait il y a 3 ans à peu près, je crois, 200 millions. Voilà, donc pour vous donner une petite ordre de grandeur, hein, et Fiverr, je crois que c'était plus vers le milliard, quelque chose comme ça. Donc on était tout petit, mais on n'était pas non plus inexistant, puisque 10-12 millions, c'est pas non plus rien, puisqu'on arrivait à capter en gros entre, on va dire, aux alentours de 12-13% de tout ce capital-là. On rentrait à peu près 10 à 12% de ça en chiffre d'affaires D'accord. pour nous. Donc, Donc voilà, rentable quasiment. oui, on était rentable. Oui, oui, tout à fait. On était rentable. Pas une énorme rentabilité, hein, mais on était rentable. Je pense qu'on faisait 10 à 20% d'EBITDA, quelque chose comme ça. D'accord. Mais on était petit, voilà, on était quand même petit par rapport à des grands groupes de travail temporaire. 10 à 12 millions, c'est que dalle, quoi. Et je le comprends sans problème. Donc, problème de taille, problème de marque, problème de timing, hein, sans doute. Donc, ça s'est pas fait. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes, tout simplement. Donc, on a commencé le travail sur le changement de nom, on a tout traduit, on a utilisé notre communauté française pour créer les services en anglais, on a créé un système multi-devise avec tout ce que ça implique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont dû être mises en place pour permettre le passage à l'international. On a recruté une équipe service client anglophone. Alors, on l'a recruté en France, mais tout de suite, c'est 4 à 5 personnes. Donc, on a clairement pas mal dépensé, surtout donc sur l'année dernière, pour l'instant pour des résultats qui ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes, évidemment.
C'est la phase d'investissement de 4 ans dont tu parles, en fait. C'est un peu ça, ouais. En fait, pendant 4 ans, on a un peu amassé de l'argent. On comptait donc sur quelqu'un pour pas avoir trop à en dépenser. Bah, comme on n'a eu personne, on est allé toquer à notre banque et à la BPI, qui nous ont aidés donc pour partir à l'international. On a levé à peu près 400 000 euros. Bon, alors c'est du prêt, hein, mais quand on l'a fait il y a 2 ans, les taux étaient encore intéressants et les banques prêtaient, donc ça allait. Et on était rentable, donc ça va. Donc on a dépensé l'année dernière quasiment ces 400 000 euros pour des résultats non concluants, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, comme Up, c'est encore 90% de ce chiffre d'affaires francophone. C'est En là un tant peu qu'en- notre... C'est ton challenge. c'est le challenge. Voilà, c'est le challenge. En tant qu'entrepreneur, tu vis comment le fait de ne pas réussir à t'adosser? Comme une opportunité. Je me dis, au bout d'un moment, en fait, la société n'est pas en risque, on gagne de l'argent. Si personne veut de nous, pour l'instant, c'est que c'est pas le bon moment. C'est un petit peu comme quand on voulait être publié sur Vidmerde, personne ne voulait de nous, c'est qu'on trouve pas le bon partenaire, c'est que c'est pas le bon moment. Je, je pense vraiment qu'au bout d'un moment, si les gens veulent de toi, déjà de un, ils viennent te voir. T'as pas forcément besoin. Après, tu as besoin de quelqu'un si tu veux pour structurer les choses. Mais en fait, c'est le bon moment peut-être quand on vient toquer à ta porte. C'est un petit peu tout ce qui s'est passé, toujours. Enfin, les choses qui se sont passées, moi, dans mon passé, ça s'est passé aussi parce qu'on est venu nous chercher pour certaines choses. Donc, on a su créer des besoins, tu vois. Et s'il n'y a pas les besoins en face, alors bien sûr, on peut les provoquer. Hein, je ne dis pas non plus que ça marche pas dans l'autre sens. Je dis juste que si tu existes, que tu es déjà quand même dans le paysage des plateformes de freelance, mais que personne vient te voir, c'est que potentiellement, soit tu n'es pas dans leur scope, soit tu as quelque chose qui leur plaît pas. Donc je pense que déjà, c'était le non. Soit tu n'es pas assez gros. En tout cas, c'est pas le bon moment. Et toutes les discussions qu'on a eues avec l'ensemble des plateformes nous disaient, bah, écoutez, revenez nous voir quand vous aurez doublé pas votre chiffre d'affaires, mais plutôt doubler l'argent qui transite, donc plutôt vers 20 millions, 30 millions. Et là, on pourra en discuter parce qu'on sera un petit peu plus gros et on sera un petit peu plus too big to fail. Et dans ces cas-là, bah, on vendra, oui, on sera aussi beaucoup plus cher, mais ils auront plus tendance dans ces cas-là, à accepter de nous incorporer. Tu auras Mais pour eux bon, dérisqué une partie du marché aussi, en fait. aussi, bah, disons que pour quelqu'un qui est dans le travail temporaire, qui n'est pas encore sur un marché en ligne, risquer d'aller sur une plateforme qui fait déjà 30 à 40 millions par an. Hmm. C'est évident. Sur cette réorganisation post, on va dire, projet de session qui n'a pas abouti, vous avez défini, enfin, vous avez présenté ça comment, en fait, cette opportunité, vous l'avez présentée comment à vos salariés? Alors eux, ils l'ont bien compris, hein, pour partir à l'international, lever de l'argent, potentiellement s'adosser à quelqu'un. Enfin, on a toujours été très transparent avec les salariés. Les bilans sont publics pour les salariés, enfin, disons, ils sont accessibles pour les salariés. J'ai toujours été assez transparent là-dessus. Ils savent que comme bah, on a tout fait nous-mêmes l'année dernière, bah, c'est sûr, on a moins 450 000 euros l'année dernière, et pas très réjouissant. Mais ils savent aussi que on avait anticipé ça. C'est pour ça qu'on avait récupéré de l'argent pour pas non plus mettre la société en danger. Donc ils savaient. Après, voilà, là c'est vrai qu'on est dans une phase où on a dû se restructurer un petit peu parce que bah, on avait un petit peu trop de charges salariales. Donc 4-5 personnes sont parties. D'ailleurs, on n'a même pas eu besoin de les faire partir. Ils ont trouvé des opportunités ailleurs. Donc ça s'est fait assez naturellement. Mais clairement, on ne pouvait pas tenir le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper aussi les périodes qui vont mal. Donc, bah, c'est clair qu'on ne pouvait pas se permettre de reperdre encore 450 000 euros cette année. Mais bon, tout ça, ils sont au courant. Et bah, tout le but maintenant, c'est de trouver des solutions pour arriver à retrouver de la croissance. Parce que c'est aussi à ça que tout le monde fonctionne. Hein, c'est que si on n'a que des échecs, ça va démotiver les troupes. Il faut trouver des succès.
Et c'est là-dessus qu'on travaille. Comment vous les communiquez les succès justement à vos équipes? Bah, moi, je fais tous les mois, je fais ce que j'appelle un town hall, c'est-à-dire que je fais vraiment une présentation sur l'actualité de la société, sur les chiffres, combien de chiffres d'affaires on a fait, quels ont été les postes de dépenses importants, pourquoi on les a fait. Euh, voilà, pendant une demi-heure, en gros, je présente ces points-là une fois par mois à l'ensemble des salariés, et après, session de questions-réponses, et après, c'est fini. Voilà, c'est la méthode qu'on a trouvée qui, potentiellement, je trouvais la mieux pour que tout le monde soit au courant de tout. Toi, en tant que manager, comment tu vis justement cette pression de retrouver de la croissance? Ouais, bah, ça dépend des jours. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, franchement, fais chier, j'essaie plein de trucs depuis 2 ans, mais ça marche pas. Mais après, tu te regardes un peu ce que tu as fait dans le rétro et tu dis, ouais, mais en fait, on a mis 4 ans pour trouver vraiment disons, une vraie croissance avec 5euros.com. Et là, tu vas te dire, voilà, au bout d'un an et demi, ça y est, c'est la fin. Non, c'est pas possible. Pareil sur F My Life, quand on a lancé le concept en anglais, il s'appelait pas F My Life au début. Mais bon, c'était le même site, le même contenu, et ça marchait pas. Tu vois, donc on aurait pu se dire, allez, fuck, ça marche pas, on arrête. On s'est un peu entêté, ça a fini par marcher. Donc, sachant qu'il y a Fiverr, sachant qu'il y a déjà un mastodonte qui est en anglais, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à capter une partie du chiffre d'affaires. Donc, de ce postulat-là, il faut qu'on trouve la bonne recette pour attirer, que ce soit vendeurs ou d'autres clients sur notre section anglaise qui, de toute façon, existe déjà. Il y a 2000 services dessus. Il y a des choses. Il manque plus qu'un début de traction. Il faut qu'on trouve la recette. Je l'ai pas encore. Je sais pas si c'est le nom. Je sais pas si c'est la page d'accueil. Je sais pas si c'est le type de service. Je sais pas si s'il faut trouver autre chose ou si Fiverr est trop présent. Si en tout cas on n'est pas assez disruptif par rapport à Fiverr. Je sais pas. J'ai pas encore la réponse. Si je l'avais, je l'appliquerais tout de suite. Mais mais on a du temps et je pense que le temps, quand tu entreprends, c'est ta plus grande force parce que beaucoup n'en ont pas à cause des dépenses et de l'argent. Donc nous, on a du temps, on va le mettre en application pour que ça puisse fonctionner. Est-ce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle générative dont on parle de partout, vous risquez pas de vous épuiser à pousser certains services qui peuvent être automatisables? Alors c'est tout à fait le sujet. De toute façon, pourquoi on a connu de la difficulté l'année dernière, c'est à cause de ces IA génératives, c'est évident. Après, chaque avancée technologique, on va dire, a sa résultante dans le travail des gens. Ça, c'est une chose. Et en fait, tout ce qui est petite prestation à bas coût, les intelligences artificielles les ont remplacées. Donc, quand je parle de petit travail à bas coût, je parle surtout de tout ce qui est, par exemple, rédaction d'articles à 5 euros, les toutes petites, je sais pas, par exemple, enlever le fond d'une image. Il y a plein de petits travaux comme ça qui étaient faits par des gens, mais à très bas coût, pour quasiment que dalle. Et maintenant, bah, il n'y a plus cette valeur ajoutée puisque l'IA les fait pour eux. Donc, je pense vraiment qu'après, les freelances vont se servir de ces intelligences artificielles pour améliorer leurs prestations et qu'elles deviennent encore plus intéressantes pour les gens, et donc ils pourront vendre ça plus cher. Cependant, il faut du temps pour ça. Souvent, les gens se disent là, les intelligences artificielles, c'est facile, je vais m'en servir moi-même. Donc c'est facile, je vais pouvoir me passer du freelance. C'était le cas quand Photoshop, par exemple, est arrivé. Tu avais peut-être 10 fonctionnalités dans l'outil. Tu pouvais te débrouiller tout seul. Aujourd'hui, va te servir de Photoshop tout seul, sans quelqu'un pour toi. C'est pas possible, tu peux pas le faire. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va évoluer dans ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle va se complexifier. Ça va être de plus en plus compliqué d'avoir des choses vraiment intéressantes. Alors, on pourra toujours faire des choses basiques, sans aucun problème. Mais par contre, il va y avoir une très forte valeur ajoutée si tu sais très bien l'utiliser. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Mais on va tendre vers là. Et je pense que là-dessus, il faudra après des professionnels
qui savent vraiment utiliser toutes les fonctionnalités qu'une intelligence artificielle va pouvoir donner, mais que la personne qui ne connaît rien, en fait, bah, elle va faire appel à ces professionnels. Et ça demande une période de transition. Donc, je m'inquiète pas, en tout cas pour le futur. Cependant, clairement, bah, quand il y a une disruption aussi forte dans le marché, bah, tes ventes, elles font paf, elles perdent 30%. Vous avez peut-être même déjà des personnes qui proposent des services de mise en place d'intelligence artificielle dans vos prestations ou pas encore? Ah oui, bien sûr. En tout cas, pas de mise en place, mais en tout cas, qui Mmh. se servent d'intelligence artificielle pour faire des choses. Oui, oui, bien sûr. Et je pense que c'est essentiel que ça passe par là. Le marché du freelancing, tu le vois évoluer comment? Bah, en fait, il y a eu tellement d'entrées pendant la période Covid que je pense déjà qu'il faut qu'il y ait un écrémage. Il y avait trop de freelance. Et je pense que tout le monde s'est un peu lancé, genre, ouh, c'est la fête. Et que bah, ils n'étaient pas forcément faits pour ça, ou ils n'avaient pas forcément les compétences pour ça, ou ils se rendent compte que travailler pour soi, c'est compliqué. Donc, à mon avis, il va y avoir un écrémage, parce que le freelancing, ça a fait toc, 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 toc. Donc, à un moment, il faut que ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un cours Mmh. de bourse, il faut que ça corrige. Mmh. Donc, faut écrémer un peu le marché. Après, est-ce que ça sera toujours là? Oui, je pense que ça sera toujours là et que les freelances seront toujours là. Mais il faut aussi que nous, plateformes, on évolue dans le bon sens. Ça, nous, et l'un des sens principaux, c'est que les plateformes de freelance sont un peu trop gourmandes sur le dos des freelances. Nous, ce qu'on a toujours évité, je pense que tout ce qui est commission, c'est un énorme problème. Alors, c'est pas que dans le freelancing, hein, c'est tout ce qui est plateforme de mise en relation. On l'a vu avec Uber, on l'a vu avec Deliveroo, on l'a vu avec plein de choses. Tous ces frais cachés qui prennent énormément d'argent au passage et qui se servent, c'est très peu transparent. Je vous défie d'aller trouver exactement combien une plateforme prend d'argent quand vous achetez quelque chose sur Malte, quand vous achetez quelque chose sur Fiverr. Moi, je le sais, mais j'ai cherché. C'est pas très transparent. Nous, on le met par exemple dès le checkout. Et de toute façon, on prend très peu de frais puisqu'on prend 1 euro de commission, quel que soit le montant de la commande. Donc, c'est vraiment, vraiment très peu. À partir du moment où le freelance va nous payer un abonnement. L'abonnement, il est soit de 12 balles par mois, soit de 35 euros par mois. Donc, en fait, on a un coût fixe pour le freelance, ce qui est différent d'une plateforme comme Fiverr. Fiverr prend 25% sur une commande. Donc, quand quelqu'un va payer 100 euros, le freelance, il va s'en retrouver avec 75. Donc, ça, on le sait pas forcément. Et c'est vrai que l'intermédiation via des plateformes, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez compliqué et qui peut être un frein, disons, à tout le marché du freelancing, parce que c'est très compliqué quand même de se débrouiller par soi-même. Aujourd'hui, c'est quoi la culture d'entreprise chez ComeUp? Écoute, là, on est un peu dans un moment où c'est assez compliqué parce que bah, on a beaucoup de départs, on est un peu au creux de la vague, donc c'est pas wouh, c'est la fête des cibles tous les jours. Nous, on a quand même toujours eu une très forte culture du télétravail. On travaille beaucoup à distance depuis le début, hein, donc pas depuis le Covid, c'est depuis 2008, hein. Donc ça fait, le télétravail, ça existe depuis un moment. En tout cas, nous, ce qu'on prône chez nous, j'ai des valeurs de respect assez important des salariés. Bon, ça, tout le monde va te le dire, hein, mais Mmh. bon, après, il faut l'appliquer sur la longueur. J'ai des gens qui sont chez nous depuis plus de 12 ans. Maintenant, on va trouver des gens qui restent autant de temps dans une société. Donc j'aime bien m'entourer de gens qui restent, de gens qui nous suivent, de gens qui sont passionnés aussi par les projets qu'on lance. C'est aussi pour ça que j'essaie de les intégrer le plus possible dans tout le développement, dans toutes les décisions. Après, bien sûr, si tu es 50 ou 100, c'est plus trop possible, c'est évident. Mmh. Mais à notre niveau, c'est encore possible. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais pas aller au-delà de, on va dire, 20 à 30 salariés. J'aime bien après passer la main. C'est plus mon taf après. Donc j'aime bien des petites équipes, j'aime bien bootstrapper, j'aime bien faire grossir et après j'aime bien passer la main. Est-ce qu'il y a dans ta vie de dirigeant des erreurs que tu aurais pu éviter? Ah,
j'aime pas dire que j'ai pas trop fait d'erreurs, hein, mais j'ai peut-être manqué certaines opportunités, peut-être. Hmm. Mais là, même sur les décisions, finalement, bah, qui nous a coûté quasiment 500 000 euros, hein, puisqu'on a dépensé quasiment ça pour rien, j'ai envie de te dire. Hmm. J'avais prévu le coup en allant chercher de l'argent avant, même si on n'en avait pas besoin, hein, puisque cet argent, on l'avait dans les caisses, hein. On Hmm. avait à peu près, je crois qu'on avait à peu près, ouais, 450 000 euros de trésor de guerre, on va dire. Hmm. Donc cet argent, on l'avait dans les caisses, j'aurais pu m'en servir, mais j'ai préféré aller lever de la dette. Euh, donc, bah, heureusement, j'ai envie de te dire. Après, des grosses erreurs, je pense pas, sinon je serais plus là. Des opportunités, j'en ai sans doute manqué. Je pense juste qu'il faut rester humble et là où on va dire que le succès aurait pu un peu nous griser la tête, hein, avec Vie de Merde, on nous a surtout, pardon, on nous a souvent dit, et comment vous faites pour garder la tête sur les épaules, alors que vous avez un projet qui est connu par, je crois qu'on avait fait un sondage par plus de 65% de la population française. Bah justement, en fait, c'est le projet qui est connu, c'est pas nous, donc Hmm. de ce point de vue-là, on était tranquille. T'es entrepreneur, du coup, quels sont les plus gros impacts pour toi sur ta vie perso? Bah déjà, c'est en termes de temps libre. Même si on travaille beaucoup, c'est vrai qu'on peut travailler un petit peu comme on veut. Et ça, si j'étais dirigeant ou si j'avais un poste au placé, je pense dans un grand groupe, il n'y a pas encore trop une culture d'entreprise qui, avec deux enfants, te permet de finir potentiellement à 17 heures et d'aller chercher tes enfants. Donc ça déjà, clairement, c'est un plus. Après, bah, ça amène du risque, hein, c'est sûr. Il y a, il y a un risk-reward important quand tu crées des boîtes. Tu prends beaucoup de risques, mais tu peux aussi en sortir pas mal. Et ça, bah, moi, j'aime bien. Donc, je suis un peu avide au risque aussi là-dessus. Mais après, en tant que vie personnelle, bah, à part l'organisation et le fait disons, de pas avoir de supérieur, c'est vrai que moi, je me vois pas trop vivre autrement. Si je change après et si je fais plus ce métier-là, clairement, je resterai, je pense, maître de moi-même et même si j'en sais rien, si je fais des poteries plus tard, je ferai des poteries pour moi, quoi. Comment tu gères tes moments de doute? J'en parle à certains salariés, parce que c'est normal d'en avoir, donc peut-être qu'eux aussi en ont, et des discussions, ça peut aider à y voir plus clair. Je pense il faut accepter bah, de pas toujours être au top et de pas toujours réussir ce qu'on fait, et que tes salariés, c'est potentiellement ta plus grande force. Donc, eux aussi, ils peuvent t'aider. Eux aussi, ils sont dans le même bateau que toi. Donc, en tant que chef d'entreprise, t'as pas toujours sans doute à être pumped up et tout va bien et c'est la fête et on va jouer au baby-foot. Non, pas du tout. Surtout quand t'es pas dans une période où ton chiffre d'affaires grossit énormément. Donc il faut savoir, je pense, partager et accepter aussi les conseils de tes salariés pour avancer dans le bon sens et après prendre du soutien aussi ailleurs, hein. Ça, c'est sûr. Si tu peux en avoir de tes amis et de ta famille, c'est assez important. Avec Maxime, vous êtes associés depuis toujours. Comment vous avez réussi à avoir une association aussi longue et à gérer vos conflits? Alors, règle numéro un, on se connaît très bien, on n'est pas amis au quotidien. C'est-à-dire que je sais que je peux tout lui dire, je sais enfin, il n'est pas dans les mêmes bureaux que moi. Lui, il habite à Reims. On se voit, on va dire, on fait un déjeuner peut-être une fois par trimestre. On se parle, allez, une fois peut-être par mois, à part si vraiment c'est nécessaire. Après, on se fait entièrement confiance. Donc moi, je sais, enfin, il me dit pas tout ce qu'il fait, je lui dis pas tout ce que je fais. Quand il y a quelque chose qui est vraiment structurant pour la société, bien sûr, on en parle, mais on n'est pas amis. C'est ça qui est Hmm. rigolo. C'est-à-dire que on a une relation en fait assez détachée,
mais très soudés quand c'est nécessaire. Tu vois. Donc finalement, on n'a pas besoin de se supporter l'un l'autre. On va discuter de certaines choses, on va des fois pas être d'accord, mais finalement ça va durer le temps de la discussion, ou peut-être Mhm. plusieurs discussions le temps qu'on tombe d'accord. Mais après, voilà, tu passes à autre chose, tu te vois plus pendant 2, 3 semaines et tu reparles d'un autre sujet. Donc c'est une association qui est très détachée, mais à la fois, je connais ses forces, il connaît mes forces, je connais ses faiblesses, il connaît mes faiblesses. Je sais quand je vais pouvoir compter sur lui, il sait que quand je vais pouvoir compter sur lui. Donc on se complète pas mal et on se connaît bien sans vraiment se connaître et partager le quotidien de chacun. Et ça, en fait, quand tu partages pas le quotidien de quelqu'un, tu restes sur l'essentiel et tu restes sur les points vraiment capital pour le business et pas le reste. Et finalement, ce qui fait éclater les gens, en général, c'est le reste. C'est vrai. Est-ce que, il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose? Ah, oh, tu m'en as posé déjà pas mal. Peut-être, qu'est-ce que je vais faire après? Bah, alors, qu'est-ce que tu vas faire après? Non, c'est vrai que j'aimerais bien aller au bout de l'aventure Come Up, mais bon, comme tu as bien compris, si on Hmm. grossit très très largement un jour, clairement, je ne voudrais plus être de la fête. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Donc, Ouais. je pense que les salariés vont encore me supporter un petit moment, voire un très long C'est ce que moment. je leur souhaite. Ouais. Voilà, exactement. Je regarde parce qu'il y en a un juste à côté de moi, donc. Et, euh, et après, je pense que je vais arrêter le web. Quel Voilà. conseil t'aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé en entrepreneuriat et que tu as découvert sur le tas, en fait? Alors c'est rigolo parce que de toute façon, il n'y a pas d'entrepreneur quand je me suis lancé, puisque c'était en 2007. Et en 2007, donc j'ai fait une école. Enfin, je fais comme une école d'ingé en fait en 5 ans et tout le monde est parti donc dans des grandes boîtes chez Orange, chez machin, c'est bidule. Et moi je vais dire, hey, je vais monter ma boîte à Reims, ciao. Donc tout le monde me regardait en me disant, bah t'es malade. Enfin moi je viens de signer un truc à 60 000 l'année, machin. Qu'est-ce que tu fous? Je dis ouais bah c'est pas mon truc. J'ai pas envie de faire ça. J'ai plutôt envie d'aller tracer ma route et d'aller suivre mon chemin. À l'époque, YouTube, tout ça, il n'y avait pas, hein, donc, enfin, ça existait, mais je veux dire, tu n'avais pas toute cette sphère sur laquelle tu n'avais pas de mentor, tu n'avais pas de podcast, tu n'avais pas de réseaux sociaux en 2007, donc tu étais très seul. Et j'ai eu la chance, en fait, je t'ai parlé du gaming avant. Et en fait, dans le gaming, on a géré quand même une équipe d'e-sport avec des budgets, avec des gens, avec des compétitions. On avait un site web, j'avais une rédaction. On avait donc pas des salariés, mais on avait une grosse association. Il fallait gérer un budget. J'ai beaucoup développé, créé le site web. En fait, j'ai géré une société avant de créer une société. Et ça, en fait, ça m'a tout appris. Tu vois. Donc je me suis servi de ça pour faire le reste. Et heureusement que j'avais fait ça parce que sinon je pense que j'aurais été incapable de le faire. Mais mais c'est vrai que j'ai appris sur le tas, mais pas sur le tas quand je me suis lancé. J'ai appris un petit peu avant. Alors, Ouais, j'ai appris un petit peu avant. Donc maintenant, on a la chance quand même d'avoir pas mal de gens qui partagent des choses, qui mâchent un peu le travail. Et souvent, on n'a pas tendance à écouter parce que on a envie de se. C'est un peu la nature humaine, hein, tu sais, de pas vraiment écouter les conseils et de tester par soi-même parce que ça a l'air plus rapide ou ça a l'air plus intéressant, tu vois. Mais c'est vrai que et on en revient toujours aux mêmes choses, hein, d'écouter les vieux qui sont passés par là et qui ont vu, qui ont eu des problèmes, ça permet de les éviter et ça, il faut en profiter quoi. super. Écoute, si des auditeurs veulent te contacter, comment prennent-ils contact avec toi? LinkedIn, c'est parfait. LinkedIn? Bon, bah, Ouais. super. Écoute, Guillaume, je te remercie pour ton temps. Cette heure qu'on a passée ensemble était très intéressante et m'a permis de revenir sur beaucoup de choses que j'ai vues de loin. Tu es un super entrepreneur que j'ai toujours admiré, je t'admire encore. Et
bravo pour ce que tu as fait. Et puis, bah, surtout, j'espère que, à la suite de cet épisode, des gens prendront contact avec toi et utiliseront ComeUp. Et surtout que tu trouveras la recette internationale parce que c'est toujours un truc qui est hyper intéressant à craquer. Exactement, j'espère aussi. Merci à toi en tout cas pour ces chouettes questions et sur cette interview. Et je te souhaite aussi un super parcours comme tu l'as. Bah, de toute façon, tu as déjà un super parcours, mais Bah, je te merci. souhaite de continuer dans cette voie-là. Merci. À très Bye bientôt. bye. Ciao.